Ce sera probablement une entrevue assez controversée aujourd'hui, mais d'une importance capitale. Je reçois pour la première fois à mon émission à Radio Unicité Marie-Hélène Rézy. Elle est entrepreneure de Québec, ayant travaillé dans le domaine financier. Et à la suite d'une expérience de mort imminente en donnant naissance à son fils, à 40 ans, elle s'est intéressée à l'étude des grandes traditions, plus précisément au processus derrière les miracles, ainsi qu'au plus vieux système de médecine du monde, l'Ayurveda, que plusieurs d'entre vous connaissent. Elle est très sensible au fait que nous vivons actuellement dans une ère des conséquences. Marie-Hélène répond à cet appel afin de repousser l'ombre qui sévit de nos jours dans notre société. C'est une entrevue qui risque d'être des plus intéressantes puisqu'elle va nous donner des informations sur le VIH. Nous sommes présentement dans une grande désinformation et on va faire le tour de tout ça avec elle. Marie-Hélène, je te souhaite la bienvenue à Radio Unicité. Merci beaucoup, Sly. C'est un bonheur d'être avec les auditeurs et avec toi pour la première fois aujourd'hui. Et c'est aussi un grand bonheur de pouvoir apporter un questionnement pour les auditeurs qui auront cette ouverture, cette curiosité-là et aussi cette patience de suivre le fil rouge sur lequel j'ai tiré depuis le début de la pandémie et qui m'a amené un peu à descendre dans le trou du lapin pour petit à petit faire une photo d'ensemble assez surprenante sur cette maladie-là infectieuse transmissible et qui est vraiment qu'on doit discuter aujourd'hui absolument. Donc, qui est le VIH. Et on en entend un peu parler, mais tout le temps à compte-gouttes et dans le coin droit de la page de journal. T'sais. Donc, on va aujourd'hui lui donner l'attention que ça mérite. Alors, j'espère que les auditeurs passeront un bon moment. Et je crois que savoir, c'est pouvoir. Et je crois par-dessus tout, je suis très attachée à ce que les gens soient toujours dans une position d'être devant des choix, des décisions éclairées. C'est ça mon intérêt à moi, c'est que les gens puissent savoir. Marie-Hélène, il y a maintenant 4 ans, à l'arrivée de cette fameuse pandémie, nous on dit pandémie Oui. parce que tout a été planifié d'avance, Oui. il y a certaines personnes qui ont découvert qu'il y aurait possiblement le VIH d'intégrer dans le vaccin contre la COVID. Et c'est le docteur Luc Montagnier qui a sonné l'alerte. Il est décédé. Et puis, c'est comme si on a mis ça en dessous du tapis. On n'a plus entendu parler. Est-ce que c'est ça, toi, qui t'a allumé, qui t'a fait poser des questions, qui t'a fait faire des recherches? À quel moment, toi, tu t'es dit, il y a quelque chose qui fonctionne pas, là? Absolument. C'est quand le docteur Luc Montagnier, en fait, c'est un prix Nobel, hein, c'est quand même pas le troisième voisin du coin de la rue, là. C'est un prix Nobel et c'est lui qui avait identifié pour la première fois le virus. Je veux juste dire les bonnes choses. Donc, alors, c'est Luc Montagnier qui a, lui, isolé en premier et qui a été reconnu pour avoir le prix Nobel pour la découverte du VIH. Oui. Et donc, avec son associé Françoise Barré-Sinoussi. Et donc, c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire qui a dirigé de 91 à 97 un département de sida et de rétrovirus à Pasteur. Et donc, et par la suite, bon, il a commencé à prendre des chemins de traverse et a été mis au banc des accusés parce qu'il apportait des pistes très inusitées et remettant en question certaines choses qu'on proclamait comme étant la vérité, puis des dogmes, en fait, au niveau de la médecine. Et donc, quand il est sorti dès le début, mars 2020 ou dans les environs, il a fait une déclaration qui a, et tous mes dates, mes documents, mes sources vont accompagner parce que je ne me repose que sur les documents officiels auxquels tout le monde a accès. Mm-hmm. Et aujourd'hui, je prends position comme une simple citoyenne. J'ai pas d'agenda, je suis pas influenceur, je suis pas en quête de quoi que ce soit, je suis pas journaliste non plus, je suis pas médecin.
Mais je viens comme une citoyenne qui dit, attends là, attends, il y a des choses qui ne s'additionnent pas dans ma tête. Donc, en mars 2020, au moment de la pandémie, le docteur Luc Montagnier sort et fait une sortie très choquante, très qui a laissé des milliers de gens scotchés et il dit que non seulement, et je cite parce que c'est important les faits, hein, ça c'est mon côté de la finance. Donc, il dit exactement ceci. Il dit que le virus SARS-CoV-2 est issu d'une tentative de fabrication d'un vaccin contre le virus du sida. Et selon lui, il y aurait la présence du VIH dans le génome du nouveau virus et même d'éléments du germe de la malaria. Donc, il dit que le virus du sida serait issu d'un accident de laboratoire et il y aurait comme toute une manipulation derrière. Donc, déjà, on est dans cette idée-là. Quand il fait sortir, il dit ceux qui ne sont pas injectés sont les gardiens de l'humanité et ceux qui ont été injectés devraient passer un test de dépistage du VIH. Ça fait scandale. Hein? À ce moment-là, là, on a entendu beaucoup parler. Ça a fait réagir énormément de personnes. Et il y a de quoi se poser des questions quand on entend ça. Là, ça fait peur aux gens qui ont couru se faire vacciner. Il y en a plein qui ont regretté aussi. Et ça a bouleversé là, le monde entier. Absolument. Et je ne suis pas, je le répète, c'est tellement important, je ne suis pas pro les vaccins ou contre les vaccins. Je suis dans, il faut être capable d'augmenter le niveau de discernement au Québec et ailleurs. Il faut être capable de chercher avant tout une immunité psychologique. Et donc, d'approcher les choses par un détachement, par une grande observation et d'étayer les faits et d'essayer vraiment, comme vous le faites si bien ici, cela, et je vous lève mon chapeau, de réinstaurer les débats, les analyses, les examens, etc. Donc, je veux continuer. Alors, il fait cette déclaration choquante-là. Ma vie, moi aussi, est bouleversée. J'essaie d'avoir une petite entreprise qu'on démarre au travers de tout ça et des rentrées et des sorties en confinement. Mais c'est jamais sorti de ma conscience cet avertissement-là parce que c'est ma croyance que lorsqu'on on fait un travail de conscience, quand on entend quelque chose qui mérite une attention, qui peut sembler avoir un fond de véracité, il y a quelque chose en nous qui le reconnaît. Il y a une espèce de résonance. Et des fois, on ne sait pas toujours pourquoi. Et donc, c'est revenu me rechercher plus tard. Donc, je commence à m'intéresser. Et je vois à un moment donné, évidemment, Bill Gates, on avait entendu parler, qui avait fait sa sortie en 2015, affichant qu'il y aurait une autre pandémie, que si on n'avait pas pris les leçons de la première, il allait en avoir une autre. Mais il ressort ici, un peu plus tard, donc dans une entrevue sur YouTube avec Derek Mullers, dans Veritasium, et le 11 février 2021. Il dit qu'il va y avoir 2 dangers qui vont menacer l'humanité, c'est quand même pas rien. Le changement climatique dans lequel on nous précipite en ce moment et le bioterrorisme. Ça retient mon attention, je laisse ça, je continue. Henri Oncaude sort aussi dans les entrefaits en parlant des turbocancers. Henri Oncaude parle de ces cancers particulièrement agressifs causés par les vaccins contre la COVID et elle dit, puis je ne veux pas qu'on me cite textuellement, là, mais dans les faits, parce que ce n'est pas son extrait que j'ai, c'est un article de ces extraits. Donc, si aucun cancer n'est réellement provoqué par les vaccins à ARN messager, il existe bien de rares cas d'accélération de l'info. Donc, on est 3 ans plus tard et on peut voir, oui, que ça a été documenté, que les cancers sont en hausse et les cancers de toutes sortes. Maintenant, je veux continuer en disant que mon entretien aujourd'hui n'est pas d'installer la peur quand on a fait des choses que peut-être on ne savait pas qu'on ne savait pas. Et ce n'est pas d'avancer des certitudes. Et moi, je suis convaincue, de par mon étude des sagesses, de par mon étude des grandes traditions, que quand l'humain fabrique une situation, il peut la décréer. Ça, c'est très intéressant et réconfortant.
Absolument. Et je suis certaine que si nous mettions la même conviction, parce que notre volonté et la conviction est un multiplicateur de force, si on le mettait à guérir et à prendre soin et à éclairer et à revenir dans une prévention aussi, je suis certaine qu'on pourrait décréer. Ça, c'est ma conviction. Quand on a une intelligence à ce point dirigée au profit des actionnaires, je pense qu'on peut certainement servir le bien et déconstruire ce qui a été fait. Donc maintenant, oui, vas-y, Slang, je vais continuer. Ben, c'est parce que j'allais dire, c'est sûr qu'on veut pas instaurer la peur. Ça, c'est dévastateur chez l'être humain. Ça crée plein de problèmes. Mais on ne peut plus nier les faits. Et tu viens d'en parler, Marie-Hélène. Il y a présentement, et ça, c'est prouvé, une hausse de décès anormale. Il y a de la surmortalité autant au Québec que partout dans le monde. Et ça, c'est bon, on peut dire que c'est inexplicable, mais je pense que quand on additionne 1 plus 1, ça fait bel et bien 2. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé durant les 4 dernières années qui correspond avec l'état de la population aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas aller chercher trop loin. D'autant plus qu'il y a également des milliers, des centaines de milliers de morts qui s'expliquent du fait qu'ils ont contracté le VIH. Alors, comment ça se fait qu'on n'en parle pas? Comment ça se fait qu'il n'y a pas des questions qui sont soulignées? Et là, je te parle de ceux qui ont contracté le VIH, mais il y a aussi, on a parlé des turbocancers, des gens qui étaient en rémission, qui voient leur cancer ressurgir. Oui. C'est inquiétant. Mais ce que tu dis est très, très, très important parce que nous sommes très, très puissants. Si on enraye la peur, si on inverse la tendance, on peut éliminer les mauvaises toxines, en fait, qu'on a reçues dans notre corps. Et c'est là qu'on devrait mettre notre attention. Absolument. Hein? Absolument. Et c'est à ça que je suis attachée. C'est à ça que je me dis, il faut se mobiliser, puis il faut dire, OK, on est capable de voir qu'il y a du gâchis. On est capable de voir qu'il y a des effets secondaires en veux-tu, en voilà, à des milliers de cas. Mm-hmm. Et donc, c'est ça. Et puis, l'idée, c'est de se concentrer à faire avancer l'objet de l'enquête. Et l'idée, c'est d'arriver à apaiser la population pour qu'on puisse être très, très chirurgical et très ciblé et très focusé à prendre une direction et à faire avancer les choses. Mm-hmm. Quand on est dans l'éparpillement, le chaos et la panique constante, je crois que tout ce que ça fait, c'est faire avancer ceux qui voudraient justement qu'on n'ait pas cette clarté-là, cette lumière-là et cette vision à long terme-là pour produire les résultats qu'il faut. Mm-hmm. Je veux continuer pour aller sur ce que tu disais, Sly. En fait, le VIH, c'est 39 millions de personnes en 2022 qui vivaient avec le VIH sur la planète. 1,3 million de gens sont devenus nouvellement infectés du VIH en 2022. 1,3 million, là. Et 630 000 personnes sont décédées de maladies reliées au sida en 2022. OK? Donc, faut comprendre que 1,5 million d'enfants de 0 à 14 ans qui vivent avec le VIH et 53% de tous les gens vivant avec le VIH sont des femmes. Donc, et je veux parler également qu'on ne décède pas du VIH. On décède, comme tu l'as mentionné, sans traitement, à l'absence de traitement, par le VIH, on va développer de graves maladies qui, elles, vont entraîner la mort. Par exemple, le VIH et la tuberculose, auquel cas les cas sont en train d'augmenter en ce moment. Ça crée un cocktail létal, la cryptozoose, l'infection bactérienne grave et les cancers tels que le lymphome et le sarcome de Kaposi. Le VIH provoque l'aggravation de d'autres infections comme l'hépatite C, l'hépatite B et la variole simienne.
Donc, je veux juste continuer avec quelque chose parce que c'est important qu'on suive le timeline et je sais que j'aiguise la passion des gens, mais j'arrive sur un punch qui vaut la peine de tenir. Mhm. Donc, je continue de fil en aiguille et je tombe sur un article. Ici, on est en octobre 2020 quand même. Et ça a apparu dans le journal médical de Lancet. Et qu'il y a des chercheurs qui sont en train d'avertir en disant, mais un instant, les vaccins à COVID-19 pourraient augmenter le risque de contracter le VIH. Et je n'irai pas dans les détails, je veux juste vous lire des titres parce que je veux vraiment me concentrer dans le peu de temps qu'on a sur le noyau qui a tout déclenché. Mhm. Donc, en mars de cette année, Eugénie Brouillet, qui est la vice-rectrice à la recherche, qui est la même qui a été contre le docteur Pronovo à l'Université Laval, dans les audiences, a écrit une lettre. Et elle dit qu'elle est heureuse d'informer que l'Université Laval a obtenu un financement de 42 millions de la Fondation canadienne pour l'innovation pour la construction du Centre national de primatologie pour la préparation aux pandémies. Et donc, ça relevait d'un gagnant national du concours du Fonds d'infrastructure de recherche en sciences biologiques du Canada. Cette lettre-là a apparu dans les médias sociaux, mais je ne la comprenais pas. Un centre de préparation aux pandémies. Donc, première chose qui retient mon attention, aux dernières nouvelles, les pandémies, j'ai 55 ans, là, je veux dire, j'en ai connu une de toute ma vie. Donc, ce nouveau centre national soutenu par le pôle de préparation aux pandémies de l'Est du Canada, on sait que nos grands Big Pharma, Big Tech et Big Corp et Big Data adorent les abréviations. Hein? Alors, le pôle de préparation de pandémies de l'Est du Canada, donc, vont répondre à d'importantes lacunes observées dans l'écosystème canadien de recherche et de mise au point de vaccins au cours de la dernière pandémie. Il y a une colonie de primates non humains et un laboratoire de niveau de confinement biologique NC3, spécialement conçu pour accueillir ces animaux, qui va être dirigé par un professeur spécialiste des maladies infectieuses à l'Université Laval. Donc, là, il y a déjà des mots qui me saisissent là-dedans. Des primates non humains. Intéressant de mentionner que les primates ne sont pas humains. Déjà là, je trouve ça intéressant. Mhm. Il y a un laboratoire de niveau de confinement biologique NC3. Sur les mêmes entrefaits, l'Université de Montréal annonce que 575 millions vont être investis. Donc, c'est les résultats d'une deuxième étape de concours. C'est tout autour de ce pôle de préparation-là aux pandémies de l'Est du Canada. Et l'Université de Montréal, elle, a obtenu près de 100 millions pour 4 projets d'établissement. Alors, et ça va être important, ça va être pour la croissance du secteur de la biofabrication et des sciences de la vie, tout en considérant la surveillance, la désignation des nouvelles menaces, l'adoption par la population de possibles solutions afin que le Canada soit prêt à faire face aux pandémies, aux crises sanitaires dans le futur. Fait que là, je reçois ça, parenthèse, je sais que j'en ai dit beaucoup. Vous allez voir, ça se simplifie et ça va de plus en plus vite pour culminer en mai de cette année. Primates non humains. Première chose que je vous ai dit qui avait retenu mon attention, et les laboratoires de confinement. OK, quel genre de laboratoire qu'on a dans les universités au Québec et des primates, qu'en est-il? Première constatation pour moi, parce que je savais déjà que le VIH, la place où ça s'étudie le mieux pour faire avancer des vaccins et des thérapies géniques, c'est sur les primates. Il n'y a pas d'autres spécimens en laboratoire qui se rapprochent le plus près de l'homme que les primates pour des études cliniques. Donc, premièrement, les laboratoires. Un laboratoire de niveau 2, c'est important parce que là, j'ai mentionné qu'on allait bâtir des laboratoires de niveau 3. Donc, les laboratoires de niveau 2 abritent des agents pathogènes capables de causer des maladies humaines qui ne se propagent pas par l'air, comme l'hépatite ou le VIH. Les laboratoires de niveau 3, eux, hébergent des micro-organismes causant des maladies graves
capables de se propager par l'air et pour lesquels il existe des traitements, dont la tuberculose, le COVID et le SRAS. Je jumelle ça avec le Centre de recherche en infectiologie de l'Université Laval parce que je veux savoir, les laboratoires, ils servent à quoi? Ils vont servir à quoi, les laboratoires de niveau 3? Donc, le CRI, qui est un centre de recherche en infectiologie avec l'Université Laval, notre groupe étudie les mécanismes de résistance aux antibiotiques et antiviraux, la conception de nouveaux vecteurs pour les vaccins ciblant plus particulièrement le leishmania, qui est une maladie qui arrive typiquement dans les pays où ils ont la malaria. Donc, au Québec, on va étudier une maladie qui n'est pas ici typiquement. Et le VIH, le sida. L'étude des mécanismes d'invasion des globules rouges par le parasite responsable de la malaria et la prévention, par la mise au point d'un microbicide féminin qui permettra aux femmes de se protéger contre le VIH. Donc, là, je commence à me dire, OK, il y a quelque chose que je ne comprends pas, là. On injecte 575 millions dans l'Est du Canada, ce que j'en comprends, mais je vais mettre tous les documents attachés, là, si jamais je ne cite pas tel quel, vous pourrez vous-même vérifier. Pour un pôle, pour la préparation aux pandémies, on investit dans des laboratoires de niveau de confinement 3 pour la tuberculose, on investit dans le VIH, la leishmania, et qui est, je le répète, qui est un parasite et qui est famille, en tout cas, avec la malaria. Donc, je continue. Vous allez voir, je vais arriver à quelque chose de vraiment choquant. Donc, je m'en vais vérifier les entités autour de ça et je découvre le CERN, qui est le Centre de recherche d'immunisation canadienne, que je ne connaissais pas, que je suppose que vous, probablement, je ne sais pas si toi, tu connaissais cela, le CIRN. Non. Et c'est un centre national au Canada qui est en charge de rechercher les vaccins et de développer et de tester les méthodologies pour évaluer les vaccins concernant leur sécurité, leur immunogénicité et s'ils sont efficaces, et le programme d'évaluation et d'implémentation. Quand je suis allée voir les recherches que ce centre-là faisait, une grosse partie des recherches actuelles sont sur l'hésitation vaccinale. Et là, c'est important de rester avec moi parce que je dépose des morceaux sur la table et bientôt, vous allez faire les photos. Donc, un centre de préparation aux pandémies, ce sur quoi on a de l'intérêt pour nos recherches au Canada, un centre d'immunisation et de recherche canadien qui est concentré sur l'hésitation vaccinale, entre autres, pourquoi ceux qui s'occupent des grossesses dans les centres hospitaliers, pourquoi sont hésitants face aux vaccins, comment on pourrait faire pour adresser l'hésitation vaccinale au Canada. Après ça, c'est plein de recherches et comment monitorer et expliquer les refus de vaccins en utilisant l'Internet et les médias sociaux. Donc ça, c'est fascinant parce que moi, je ne lis pas nulle part ici là, que ce centre de recherche-là pour l'immunisation devrait autant avoir de recherche sur l'hésitation vaccinale. Par la suite, une brève parenthèse parce que les grandes traditions m'ont appris ceci. Quand une chose est fausse, quand tu regardes, par exemple, tu regardes une œuvre d'art et dans le tableau, il y a quelque chose qui est faux, ça rend toute l'œuvre d'art fausse. On ne peut plus dire que c'est une originale.
dans la démarche qui nous concerne, je commence à voir des anomalies. Je commence à voir des faussetés, des glitches dans le pourquoi de ces entités-là et ce qu'ils font, dans pourquoi on étudie ces maladies-là et pourquoi on n'en parle pas. Si on octroie autant de millions de dollars pour un laboratoire niveau 3 qui vont étudier la tuberculose et on va étudier la VIH, mais qu'on en parle si peu, puis qu'il y a 39 millions de personnes atteintes mondialement, 1,3 décès en 2022, qu'est-ce qui ne va pas? Mm-hmm. Parenthèse, avant d'arriver au dénouement, les fameux primates non humains. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de singe-là? Quand je vais voir pourquoi on précise primates non humains, c'est parce qu'avant que les vaccins atteignent le marché, ils doivent être testés, évidemment pas sur les humains. Il faut comprendre que dans le dernier 3 ans de pandémie, le pipeline de singes disponible à la recherche, et vous allez voir pourquoi ça nous touche, a été littéralement suctionné. Il n'y a plus de réserve pour les singes en études cliniques. Et donc, c'est important, les États-Unis, puis là, le rapport que j'ai étudié explique que dans le dernier 3 ans, le plus tumultueux dans l'histoire de recherche faite avec les singes, les États-Unis utilisent 70 000 singes par année dans des études pour le cerveau, les maladies infectieuses, etc. Les États-Unis, 5 000, la Grande-Bretagne, 2 000. Et à cause de la pandémie, la Chine a arrêté d'exporter des singes de recherche et donc fermé un des principaux pipelines. À ce moment-là, les États-Unis recevaient 60% de ces singes à partir de la Chine. Donc, et en 2022, Air France a été la première ligne aérienne à refuser de transporter les singes parce que c'était difficile de les rendre à des laboratoires. Là, il faut comprendre que cette histoire-là de singes, et on en est venu pratiquement à la contrebande de singes, et là, je vais terminer là-dessus parce que vous devez comprendre ce qu'il y en est. C'est les Nations Unies, dans une convention des Nations Unies qui s'appelle CITES, C-I-T-I-E-S, qui supervise et qui traque la demande et la demande globale et l'approvisionnement entre l'importation et les exportations de macaques, entre autres au Cambodge. Et là, ça a donné lieu, parce qu'il manquait de ces animaux-là, à du braconnage et à de l'extrême souffrance pour ces animaux-là et des débats éthiques. C'est une loi vieille de 50 ans, ça a été très mal encadré. Donc, je veux juste mentionner ça parce que ça nous donne déjà le ton que ça devrait nous concerner, que si les singes destinés à la recherche sont coupés, disséqués, envoyés partout dans le monde, utilisés de cette façon-là et surexploités, et que la Terre devient de plus en plus petite en termes de maladies, d'infections, de laboratoires qui a des accidents, moi, j'ai commencé à être préoccupée juste par cet approvisionnement-là et ce qui entourait là et le manque d'éthique et tout ce que ça a engendré. Maintenant, je continue. Là, les choses se mettent à débouler dans ma tête et dans les recherches parce que je vois de plus en plus de nouvelles et vous allez voir, au mois de mai, au mois de mars, le CDC signale que la tuberculose est en train les cas commencent à augmenter de 16% de 2022 à 2023 aux États-Unis. En mai
2022, les Nations unies sortent un rapport spécial. Ils sortent un rapport spécial sur l'augmentation extraordinaire du VIH, de l'hépatite et des maladies transmises sexuellement. Donc, sur les entrefaits, toujours dans le même mois de mai, je vois une nouvelle qui dit les Nations unies toujours, qui publie l'augmentation le 21 mai 2024. Donc, le VIH, l'hépatite, les maladies transmises sexuellement continuent à être un challenge de santé publique mondiale et ce bassin-là de maladies infectieuses cause à lui seul 2,5 millions de morts chaque année. On n'en a pas entendu parler. Pendant ce temps-là, on est en train de promouvoir les drogues dures au Canada. Pendant ce temps-là, on a eu des cas d'aiguilles de drogue dure, si je me souviens bien, en Colombie-Britannique, sauf erreur, tu me corrigeras si je me trompe, mais là où ça a été essayé en premier, il me semble que c'est la Colombie-Britannique, où on a rentré les drogues dures et la population a fait un appel à l'aide parce que ça a été épouvantable où est-ce qu'on retrouvait des seringues. Trudeau veut étendre ça, j'en ai entendu parler pour Montréal. Par la suite, on est en train de promouvoir tout ce qui est l'identité de genre, mais d'inclure et d'enlever la morale, d'enlever l'éthique, d'enlever de se faire tester, et pendant qu'on promouvoit tout le phénomène transgenre, la population trans est parmi celles les plus touchées par le VIH. Donc ça, c'est l'autre question que moi qui m'est venue avec une grande tristesse. Est-ce qu'on aime vraiment, est-ce qu'on est vraiment une société inclusive, une société diversifiée, une société dans laquelle on recherche vraiment l'équité au sens des grandes valeurs de l'humanité, alors qu'on est en train d'étendre l'amour à bouche que veux-tu, mais on n'est pas en train de dire que les maladies transmises sexuellement c'est une épidémie. C'est une épidémie en ce moment, une vraie épidémie. Donc, est-ce qu'il y aurait un agenda caché derrière ce fameux mouvement de aimons-nous tous librement, l'amour, c'est l'amour? Alors, ça me fait vraiment disjoncter. Et là, je vais juste continuer. Donc, un article qui sort en mai, si tu me permets, là, en mai, qui dit que les femmes, les mères avec le VIH peuvent maintenant allaiter si ils prennent le traitement, parce qu'il y a un traitement pour il y a un traitement pour le VIH. 86% des gens à peu près mondialement sont sur ce traitement-là. Alors, ils disent que si le virus est non détectable et que les gens sont sur le traitement qui est connu comme étant ART, A-R-T, le antirétroviral, à ce moment-là, ils peuvent allaiter. Moi, quand je vois des choses comme ça m'assomme parce que le traitement ART, il n'est pas nouveau de cette année et on a toujours utilisé une précaution. Maintenant, on est en ce moment même, on demande, plusieurs mouvements demandent que le Canada change ses lois parce que vous devez savoir qu'au Canada, le Canada, dans ses lois, son code pénal a des punitions très strictes pour quelqu'un qui ne dévoile pas son statut de porteur de VIH à des partenaires sexuels. Il y a des mouvements, ça a été le 24 mai. Quand je vous dis qu'au mois de mai, là, l'article pour l'allaitement, c'était le 20 mai. Le 24 mai, on est dans cet article de journal-là pour
changer le code criminel du Canada et pas être obligé de dire si on est porteur du virus du VIH. Là, je veux dire quelque chose, c'est vraiment important. J'essaie de vous en dire le plus possible dans 45 minutes et j'en ai beaucoup à livrer. Donc, je parle vite. J'espère que vous me comprenez bien. Je vais prendre une pause parce qu'il m'en reste très peu à dire. Mais moi, là, il faut qu'on m'explique ici un autre glitch. Comment ça se fait qu'il y a 1 an et demi à peu près, pour aller au restaurant, nous devions tous dévoiler notre statut vaccinal. Vaccinal, oui, c'est vrai. Et que ici maintenant, et puis quand c'était pas dans les réseaux sociaux quasiment, et ici maintenant, on pourrait coucher avec quelqu'un, lui transférer quelque chose pour lequel il devra prendre un médicament pour le restant de ses jours, pas si ça lui tente, pas il peut passer outre, prendre un traitement pour le restant de sa vie et qui peut le rendre plus enclin à prendre des maladies secondaires et ne pas le dévoiler. On veut enlever les recours de quelqu'un qui pourrait revenir contre le fait de ne pas avoir été informé. Moi, ça me dépasse parce qu'il y a 1 an et demi, vous et moi, là, on aurait été porteur de la COVID et contaminé quelqu'un, là. Je veux dire, il y a des gens qui ont failli qui ont perdu leurs emplois à cause de ça, à cause de toute cette histoire-là de dévoiler son statut vaccinal. Puis on pouvait être mis à l'amende si on contaminait quelqu'un là, parce qu'on portait pas un masque ou on n'était pas vacciné. Il y a des amendes, là. On était vraiment pénalisés. Puis c'était des milliers de dollars. Là. C'était épouvantable. Là. Il faut comprendre qu'il y a des parents qui ont perdu la garde de leurs enfants parce qu'il y avait juste une façon de penser différente. Oui, ça a causé beaucoup de tort là, dans les familles. Là. Les familles qui étaient séparées, là, dont un parent n'était pas d'accord à la vaccination, mais l'autre, oui, ça a été que du tort. Là. Absolument. Donc, alors, je continue parce que là, évidemment, on peut se poser la question. Est-ce qu'on attend d'avoir les solutions prêtes pour sonner l'alerte et la mettre en pleine page de la première page de tous les médias? Parce que on commence à voir sortir en ce moment, entre autres, avec une shot que les femmes pourraient avoir 2 fois par année qui préviendrait contre le HIV. Et on a avisé maintenant qu'il y aurait un premier patient, je pense que c'est le 7e essai qu'on fait, qui a reçu des cellules souches et qui aurait été complètement guéri du VIH. Alors, au Québec, vous serez intéressé d'apprendre qu'il y a un article paru sur la Canadian Press, la presse canadienne, récemment, et qui dit que l'épidémie de VIH est en augmentation avec plus de cas au Québec que la moyenne nationale. Ben oui, mais on était fort sur la vaccination ici au Québec. Hein? Alors, ça a des conséquences beaucoup plus importantes qu'ailleurs. Mais tu sais, Marie-Hélène, que les grands médias sont de connivence avec les gouvernements. Donc, oui, c'est bien de mettre ça en lumière, mais je n'y crois pas. Je ne crois pas que ça va arriver parce que on joue à l'autruche quand il y a des remontées spectaculaires d'anciennes maladies. On s'entend que la tuberculose, là, c'était dans le temps de nos grands-mères, là, puis ça avait été enrayé, ça. Pourquoi c'est de retour? Pourquoi il y a des cancers qui refont surface et tout ça? Je pense que les médias ont été de connivence avec les gouvernements, donc ils n'avoueront pas leur erreur à moins d'un retournement spectaculaire, là, puis qu'ils disent qu'ils ont été manipulés, qu'ils disent qu'ils ont été payés. Nous, on le sait qu'ils ont été payés. Ils ont été menacés. Il y a plein de gens. Moi, j'ai beaucoup d'amis à la radio et qui m'ont dit qu'ils avaient reçu des lettres de ne pas se prononcer sur telle et telle chose
Alors, ils sont de connivence. Jamais ils vont donner leur page principale, leur première page, à le rétablissement des faits. En fait, je suis absolument, je suis d'accord avec toi dans le sens où mon attention n'est pas sur l'extérieur, mon attention n'est pas sur attendre ni après un sauveur, quel qu'il soit, que ce soit quelqu'un en politique, que ce soit, puis ça, je vais te citer ce qu'on s'était déjà dit hors caméra, dans toutes les grandes sagesses, dans toutes les grandes traditions, nulle part il est dit, ça va être le rôle de l'État de t'aimer, ça va être le rôle de l'État de te protéger de toi-même, de vraiment d'agir en bon père de famille ou de te sauver. Ce n'est pas ça dans aucune grande tradition. Et ce qui est très tragique, il y en a encore trop qui attendent et qui se tournent vers l'État parce qu'ils font de l'étatisme. L'étatisme, c'est d'instituer l'État en nouvelle religion et de s'attendre de l'État qu'elle nous aime et veuille notre bien. Le rôle de l'État, c'est l'administration, c'est la justice et c'est toutes les grandes institutions qu'on voit en ce moment, parce qu'on est en ce moment dans un régime corporatif et ce qui est intéressant seulement, c'est le profit. Donc, nous sommes des dépenses et il faut comprendre qu'on est intéressant dans la mesure où nous consommons des produits pharmaceutiques et ça, je sais que tu le comprends. Il faut leur apporter, c'est ça. Oui, parce nulle part on parle de prévention, là. Écoutez, moi, je suis ici puis je lis le VIH peut se transmettre par l'échange de liquide corporel de gens qui vivent avec le VIH puis qui ne seraient pas au courant. Le sang, le lait maternel, le sperme, les sécrétions vaginales. Il peut se transmettre de la mère à l'enfant pendant la grossesse ou lors de l'accouchement. Là, à un moment donné, je veux dire, comment ça qu'on n'est pas en train du même souffle que nos enfants se tapent des cours en identité de genre et on va habiller les gars en filles dans une école au Québec. Là, c'est pas moi qui l'invente, là. OK? Et qu'on n'est pas en train aussi d'enseigner ça, là, mais mur à mur. Et nos enfants ne pourront pas se payer une maison. Moi, j'ai été 11 ans en finance. Ce qui me préoccupe en ce moment, là, outre ça, c'est que les revenus moyens ne suffisent plus à vivre. On est 800 000 Québécois par mois dans des banques alimentaires et nos enfants ne pourront pas acheter une maison. Je veux dire, alors, puis, tu sais, moi, j'en ai parlé à des écoles, puis j'ai dit, mais comment ça se fait qu'on n'est pas en train de mettre plus de temps sur la prévention au niveau de la santé? Comment ça se fait qu'on n'est pas en train d'éduquer nos enfants énormément en finance? Et comment, il y en a plein de nos enfants qui vont arriver sur le marché du travail dans 2 puis 3 ans, mais comment ils vont se faire vivre avec la crise du logement? Donc, on devrait passer beaucoup plus de temps à enseigner l'économie et la prévention en santé et même un retour à l'économie familiale, qu'on devrait penser à allouer autant d'heures en identité de genre. Je veux dire, il faut vraiment bientôt, et là je fais une parenthèse, mais c'est la fille en moi qui est en finance, je veux dire bientôt que tu sois gay, que tu sois transgenre, que tu sois de n'importe quel type de communauté, si tu ne peux pas manger, te loger et gagner dignement ta vie, mais qu'est-ce qu'on s'en fout du reste, là? Tu sais? Donc, fait que je veux juste revenir avec le fait que je ne compte plus ni sur un sauveur extérieur, parce que les grandes traditions, c'est pas ça. Les grandes traditions disent toujours la même chose. Je t'ai envoyé, toi, être la lumière du monde. Je t'ai envoyé, toi, aller partout, puis incarner les vertus. Donc, il le faut, et moi, je sais que ça s'en vient. Je sais que de plus en plus de gens voient, mais à un moment donné, la masse critique va arriver pour le basculement parce que ce soit quelqu'un qui se lève parce qu'il ne mange plus ou que ce soit quelqu'un qui se lève parce que il y a des effets secondaires ou que ce soit quelqu'un qui se lève parce qu'il n'y a pas de logement. J'ai toujours dit, je m'en fous. Il s'en vient ce jour-là où le plus bas dénominateur commun va être
Nous sommes gérés par des incompétents. On les fout à la porte. On n'attend pas la prochaine élection. Peu importe ta raison, la tienne, ça va être ça. Et je sais que ça s'en vient. C'est pour ça que il faut, d'un point de vue le plus librement comme tu le fais, le plus ouvert, répandre l'information, montrer les anomalies, les sortir, les réunir à la lumière, puis dire, regardez la photo, est-ce qu'il n'y a pas une dissonance entre aimons-nous librement, soyons inclusifs, à part ceux qui ne passent pas comme nous, et couchons tout le monde ensemble et prônons la débauche. Mais regardons ici le nombre de le 1,3 million de morts et regardons le 2,5 millions de morts par maladie transmise sexuellement. Mais enlevons le code punitif. Tu sais, c'est ça. Moi, cela, c'est là-dedans que je crois. Je pense qu'il faut faire avancer l'objet de l'enquête. Et les gens voient. Moi, je sais que beaucoup de gens voient parce qu'à l'époque d'Éric Duhem, c'était déjà 60-70% là, qui s'étaient, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, il y en avait quand même 60 à 70 qui s'étaient montrés ouverts à ce qu'il disait puis écœurés. Donc, on n'a pas diminué là. On a augmenté et chacun est en train de trouver ses raisons. Mais tout ce qu'on demande au Québec, et je vais clôturer là-dessus, c'est la même chose que toutes les démocraties avancées dans le monde. Qu'on puisse acheter une maison, qu'on puisse avoir des vacances à chaque année, qu'on puisse avoir des congés de maladie payés, qu'on puisse avoir un système de santé qui fonctionne, qu'on puisse avoir des instances qui nous protègent et les organismes, et je le répète, puis je pense que je l'ai dit plus tôt dans l'entrevue, mais parce qu'on est dans une société corporative, ces organismes-là, les grandes pharmaceutiques, les grandes techs, les grandes corpos devraient être démantelés, taxés et mises sous contrôle public. J'ai confiance, j'ai absolument confiance à ça. On dit en spiritualité et dans les grandes traditions que le bras de la justice est long, mais il finit toujours par s'appliquer. Ce qui n'est pas soutenable ne sera pas soutenu. C'est pas de la spiritualité, c'est de la physique. Ce n'est pas soutenable une société comme ça. Bientôt, les gens, on va pouvoir leur taper dessus tant qu'on veut, les esclaves. On va pouvoir leur dire, prends une 8e injection. Mais les gens n'avanceront plus. Quand les gens pourront plus manger, vous essayerez de leur dire autre chose, ça n'écoutera plus, là. En effet. Marie-Hélène, en ce moment, il y a une remontée des cas de COVID. Il y a de plus en plus de reportages à la télévision, qu'on n'écoute plus d'ailleurs, mais quand même, quand on parle à ceux qui nous entourent, eux, ils se laissent endormir par les grands médias. Je trouve ça très dommage parce qu'on appelle à une nouvelle campagne de vaccination. Il faut prévenir parce qu'il va y avoir une autre pandémie cet automne. Là, je trouve ça assez étrange parce qu'en ce moment, on est en plein été et il y a une grosse remontée des cas. Comment ça se fait que tout le monde est malade en plein été? On devrait s'amuser, on devrait profiter de nos vacances. Et non, ils nous font peur. Ils veulent gâcher nos vacances, justement, gâcher notre bonheur en nous remettant dans la peur. Parce qu'on sait que quand on est dans la peur, on est plus vulnérable et c'est là qu'on tombe malade. C'est pas quand on est dans la joie, dans la bonne humeur qu'on s'amuse. Alors, ils préparent un autre plan. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là qui se nourrissent de cette peur-là? Parce qu'on est entouré quand même de gens qui ont peur. Puis eux, ils veulent se protéger. Ils pensent bien faire. Mais qu'est-ce qu'on peut leur dire s'ils nous écoutent? Et puis, si on peut les empêcher de tomber dans le piège? En fait, ta question, elle est bonne, puis je veux juste lui donner toute la réponse qu'elle mérite en ce qui me concerne. Ma mère fait partie de ce public-là. Ma mère, elle a 85 ans. Et ma mère, ayant été très refroidie par l'étude de la morale, l'éthique,
de trouver une spiritualité, une méditation, une prière par les abus passés, on peut le comprendre, s'est tournée vers cette forme d'étatisme-là. Elle s'est tournée comme l'État tout-puissant qui va lui dire comment penser et quoi faire. Oui, quand il n'y a pas cette connexion-là qui a été cultivée à son soi supérieur, on cherche à l'extérieur. Et on ne peut pas les blâmer de chercher une sécurité parce qu'on est en effritement complet. Et si je n'avais pas eu cette occasion-là de me familiariser avec autant de méditation et de différentes grandes traditions, je chercherais moi aussi ma sécurité à l'extérieur. Maintenant, je pense que la plus belle chose qu'on peut dire, c'est de pousser la question vraiment loin quand on cherche une sécurité, c'est de dire, est-ce que j'ai fait toutes les recherches qu'il fallait? Est-ce que j'ai pris plusieurs sources différentes d'informations? Est-ce que j'ai exploré des façons moins invasives de protéger ma santé avant d'aller dans des décisions qui ne sont pas révocables? Et moi, je pense qu'à la fin de la journée, chacun va dormir dans le lit qu'il a fait. Je n'ai plus d'agenda sur ces gens-là. Comme par exemple pour ma mère, je n'essaye pas de faire voir. J'essaie d'aimer, j'essaie de répondre présente. Quand le sujet s'ouvre, j'essaie de rassurer. Mais à la fin, j'ai trop de respect pour le fait que chacun a une route et je suis qui, moi, pour aller, tu sais, je peux partager, je peux enseigner, mais les sagesses nous révèlent aussi un autre principe qui est important. Le sage parle quand les oreilles s'ouvrent. Si quelqu'un est tellement apeuré, si quelqu'un est tellement dans l'anxiété, et en ce moment, ce qu'on peut voir, c'est que la peur et l'anxiété amènent dans un entêtement. Parce que la peur et l'anxiété sont du domaine de l'ego. Et un ego, c'est rigide. C'est très entêté. Et ça va tout faire pour atteindre un objectif, quitte à raser tout autour. Donc, à la fin, je trouve que c'est de présenter quand les oreilles sont ouvertes. C'est de partager quand l'ouverture est là. C'est d'aimer viscéralement. Puis, vous savez, on ne sait jamais quand la personne à l'intérieur d'elle va dire « j'en ai assez du manège ». Mais tout le monde va arriver à en avoir assez du manège. Tout le monde va arriver à un moment donné là, à comprendre que ce n'est pas toutes les maladies qui se répondent par une injection. Puis qu'on peut vivre en santé, là, on peut vivre de manière optimale, de vivre. Puis en passant, je veux juste vous dire une autre chose. Je pense aussi que la fameuse COVID en ce moment, il y en a qui ont appris à jouer avec l'ennemi. C'est-à-dire que moi, si j'étais salariée, puis je voudrais des congés en ce moment, puis je voudrais que ça passe dans cette espèce de narratif-là, parce que j'ai besoin de congés pour bien les utiliser et prendre soin de moi, puis que je serais dans un poste au placé, ça se pourrait que je dise « Ah, j'ai la COVID ». Je pense qu'en ce moment, il y en a qui voient, mais qui harnagent des deux côtés pour être capable de naviguer ces temps incertains qu'on traverse. Je ne sais pas si je suis claire. Tu comprends tout? Ce que je comprends de ce que tu dis, c'est qu'ils veulent jouer avec nous, alors jouons avec eux, ou est-ce que ça ressemble un peu à ça? C'est que je pense qu'il y a des gens, par exemple, si je suis dans un haut poste comme fonctionnaire, j'irai pas nécessairement dire j'y crois plus à ça. Mais je vais peut-être vouloir renforcer mon système immunitaire, je vais peut-être vouloir calmer mon anxiété, je vais peut-être voir que
J'ai des clients là, qui nous appellent comme fonctionnaires, puis les gens sont de plus en plus en détresse. Je pense que les gens le voient dans tous les paliers, là. Ils reçoivent les appels, ils gèrent des plaintes. Et donc, ça se peut que beaucoup de gens en ce moment utilisent des deux côtés de la médaille pour juste pouvoir se rendre de l'autre côté. Mais moi, je suis absolument certaine que beaucoup de gens voient en ce moment. Je pense qu'il y en a qui l'utilisent pour essayer de ménager la chèvre et le chou. Et on a juste, pour beaucoup, pas décidé de prioriser le fait de se lever au lieu de le fait de parer à nos urgences économiques puis de pouvoir profiter un peu de la vie avant de perdre notre santé mentale. Et là, la fourche que moi j'ai vue, c'est vraiment là. C'est qu'on est dans on va essayer de déconnecter de ça, de tout oublier, surtout cet été, puis de parer à nos insécurités financières, où on aurait le choix de se lever puis prendre le temps pour ça. Puis au Québec, j'ai toujours dit que si le Québec faisait 7 jours de temps à la grève et que tout le monde restait chez soi, et il n'y a pas de police, il n'y a pas de danger, tu ne peux pas te faire arrêter, pas d'amende, rien. 7 jours, les gens restent chez soi. Le Québec en grève, je suis certain qu'on serait ailleurs après 7 jours. Il n'y a pas besoin de manifestation, il n'y a pas besoin de courir des risques, il n'y a pas besoin d'essayer que tout le monde dépense des frais et se rende à quelque part. 7 jours de Québécois qui restent chez eux. Et je sais qu'on serait ailleurs parce que ça serait paralysé et enfin, on serait capable d'amener un débat puis de se faire entendre. Mais parce que le peuple a oublié. Hein? Vas-y, excuse-moi. Le peuple a oublié son pouvoir. Et la journée où ils vont se lever, qu'on va tous se lever, ça va arrêter. Ça va, oui. Ils peuvent pas rien faire parce qu'ils se reposent sur notre consentement. Du moment où ils n'ont plus notre consentement, ça s'arrête. Ça s'arrête, mais ils ont trop peur. Et c'était le but d'instaurer la peur parce qu'un être humain est beaucoup plus vulnérable. Dans la peur, il est beaucoup plus malléable. On peut faire ce qu'on veut avec un être humain dans la peur. Mais quand on se lève, qu'on s'affirme, c'est quand même nous qui avons le dernier mot, là. Absolument. Et en ce moment, l'immunité psychologique, c'est la chose la plus importante à protéger en ce moment. Et j'en parlais dans mon dernier Zoom parce qu'on a une communauté sur laquelle on étudie l'éveil et les grandes traditions. Et donc, l'immunité psychologique, ça se mesure sur combien de temps vous êtes capable de tenir votre attention sur un sujet, mais en mode observation, en mode d'être celui qui regarde sans rentrer dedans. Mm-hmm. Et en ce moment, j'invite les gens vraiment, vraiment à protéger leur santé mentale, à de plus en plus pratiquer de regarder les choses en étant la caméra au-dessus pour être capable de garder son discernement intérieur, pour être capable de prendre des décisions pour le long terme. Vous n'avez pas les moyens en ce moment de rentrer dans les chaos et le drame. En tout cas, ça, c'est ma perception des choses. Il faut, parce que l'automne va être chargé, parce que, ben oui, leur modèle corporatif, je veux dire, quand Laval fait une usine à 100 millions de prévisions de doses par année, je veux dire, le modèle, ça va prendre des corps pour mettre ça. Mais ce qui me réjouit, moi, c'est de plus en plus de voir des gens qui se font une vie en marge. Moi, ma vie n'est plus dans cette société-là. J'habite à la campagne, je suis à mon compte, j'ai commencé à me faire une vie autrement. Et les gens de plus en plus font ça. Et j'ai vu un groupe extraordinaire en Europe qui s'appelle Hébergement contre service. Et les gens de plus en plus font des appels à l'aide. Écoute, je pense qu'ils sont 95 000 membres dans ce groupe Facebook-là. Et les gens disent, j'ai pas les sous. Et il y a plein de gens qui offrent des colocations en échange de services. Et il y a plein de gens qui veulent se loger en échange de services. Donc, génial, ça. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Et de toute civilisation, il y a une chose qui a toujours été vraie. Toutes les fois où les gouvernements ont voulu contrôler des économies, il y a toujours eu une économie parallèle qui s'est mise en place. Vous croyez que les échanges, le troc, l'argent, non, ça ne cessera pas. Alors, moi, je suis convaincue que le meilleur est à venir. Je suis convaincue qu'on peut décréer tout ça. Moi, je pense que personnellement, ça c'est moi, j'ai une vision un peu différente, c'est-à-dire que je pense que beaucoup de gens voient.
Je pense qu'ils sont à une intersection que tant que je peux déconnecter, m'apaiser, triper un peu ma vie parce que je vois plein de monde mourir puis c'était peurant, et parer à mes inquiétudes financières, je ne vais pas faire le sacrifice et le geste qui coûte pour me lever. Mais bientôt ça pourra plus se passer si tu ne te lèves pas. Et c'est comme ça que je le vois. Je veux juste terminer sur 2 choses, si tu le permets, parce que ça continue d'avancer, cette histoire de VIH-là. Il y a des articles qui sont sortis encore plus récemment. Alors, voilà. Et même dans des prophéties, je veux juste dire quelque chose. Je ne les trouve pas à côté de moi, mais je reviens, c'est pas grave. Je voulais juste terminer. Dans les prophéties, ça, c'est très intéressant parce que je sais que tu as une audience qui s'intéresse aussi beaucoup à la spiritualité, qui s'intéresse aux différents courants de pensée, puis autant parfois au physique, à tout ce qui est l'aspect psychologique, tout ce qui est l'aspect spirituel. Et dans une prophétie, les derniers temps, qui a paru le 20 mai, quand je t'ai dit que le mois de mai a été très, très important, de Luz de Maria, qui est une voyante reconnue par l'Église catholique, qui a l'imprimature de l'Église catholique. Elle dit ceci, qui sera un message canalisé de la Vierge Marie. J'ai trouvé ça très fascinant parce que j'adore croiser des informations de différentes natures. Vous devez vous préparer à de grandes transformations qui amèneront cette génération à une purification continuelle. La santé de l'humanité déclinera face à l'autre maladie que je vous ai présentée, elle ne l'a jamais nommée, une maladie provoquée par la mutation d'une autre déjà vue. Cette maladie est causée par la main de l'homme dans son désir de vous contrôler. C'est pourquoi mon divin Fils a permis que votre foi soit mise à l'épreuve afin que vous puissiez vous-même découvrir cette œuvre et action du mal. Donc, c'est ça qui est merveilleux. On dit une autre chose dans les sagesses. Tout est toujours pour toi, jamais contre toi. Donc, c'est ça qui est fantastique. Ça va être de plus en plus tellement criant. Ben oui, que comme je disais, la fourche, là, le 50 plus 1, là, la masse critique, là, elle s'en vient. Ça va être tellement criant. Donc, je veux te féliciter. Prendre l'occasion dans ce que j'avais à dire pour te féliciter et te reconnaître, Sly. Parce que ceux qui t'écoutent et ceux qui sont dans les tranchées avec nous, dans cette guerre du bien, du beau et du sacré, doivent savoir, s'ils ne le voient pas déjà, que tu as fait beaucoup de sacrifices pour faire ce que tu fais et faire de ta radio quelque chose de continu. Il y a eu des mises en danger quand on l'a fait au tout début. Il y a aussi cette recherche-là. Il y a aussi ton nombre incalculable d'heures que tu mets là-dedans et le temps que tu mets aussi avant les entrevues, qui n'est pas visible pour tout le monde. Donc, je voudrais juste te reconnaître parce que ce que tu fais là, c'est un travail qui incarne les vertus. C'est un travail, on devrait être des bénédictions pour les uns les autres. On n'est pas ici pour être dans le transactionnel. On est ici pour être des bénédictions et co-créer ensemble des miracles. Et je veux juste te remercier pour cette opportunité-là que tu m'as donnée de venir parler et pour tout le travail que tu fais à Semaine Longue. Marie-Hélène Rizzi, merci beaucoup pour ce témoignage, mais merci infiniment aussi pour toutes les informations que tu nous as apportées aujourd'hui qui sont très difficiles à trouver, qui sont censurées pour les raisons que l'on connaît. Tes sources seront disponibles sur notre page Facebook sous la publication appropriée à cette belle rencontre. Merci infiniment. On peut te découvrir et suivre tes activités sur ton site internet Marie-Hélène-Rizzi, RISI.com, et j'espère te recroiser prochainement. Merci pour ta belle énergie, ton espoir et aussi tes informations utiles à la population. Merci infiniment. Et je vais juste dire une chose avant de te laisser terminer. Informez vos enfants des maladies transmises sexuellement. Je ne l'ai pas assez souligné dans l'entrevue.
vous devez informer, 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 parce que le Québec est dans la mire. Il a été dans la mire de plein d'autres choses. Il est dans la mire pour ça aussi. Et absolument que la légalisation des drogues dures devrait être un enjeu. Donc, merci beaucoup pour ces belles et bonnes informations, Marie-Hélène. À une prochaine.